de cette édition, Zignaré accueille les festivités du 11 décembre 2021 et une délégation gouvernementale s'est rendue sur les lieux pour rencontrer les forces vives du plateau central et faire le point des infrastructures à réaliser. Explication dès l'ouverture de cette édition. Dans cette édition, nous irons à la rencontre de cette expertise locale dans le relooking des véhicules, un spécialiste en réparation de pare-brise, un autre en réparation des plastiques et enfin un spécialiste en tôlerie. Vous les entendrez dans cette édition. Et dans cette édition, 500 masques pour célébrer le nouvel an traditionnel dans la cité de Bangui, dans la boucle du Mourou, une manifestation culturelle qui va durer 10 jours et qui n'est pas sans conséquences sur les activités économiques de la localité. Dans cette édition, nous recevons le directeur général du FESPACO, Alex Moussa Ouedraogo, en page culture. Avec lui, nous allons parler du report des désagréments et du report du FESPACO 2021 qui devrait se tenir du 27 février au 6 mars 2021. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à cette édition de la mi-journée. Une délégation gouvernementale conduite par le ministre d'État, ministre en charge de l'administration du territoire et de la décentralisation, a rencontré les forces vives de la région du plateau central. Cette région accueille les festivités du 11 décembre prochain et la rencontre a permis de faire le point des infrastructures à réaliser à l'occasion. Détail avec Souleymane Sanou et Ahadi Sandamba. C'est une rencontre d'échange sur les infrastructures à réaliser dans le cadre des festivités du 11 décembre Zignaré 2021. Face aux forces vives de la région du plateau central, le chef de la délégation gouvernementale fait le point des infrastructures retenues. Des infrastructures identifiées sur la base des propositions faites par les forces vives de la région. Nous savons que les besoins que vous avez exprimés étaient nombreux, énormes, en termes d'infrastructures routières, d'infrastructures de logement, d'infrastructures administratives et d'infrastructures sociales, bien entendu, sportives. Il s'agit, entre autres, d'une salle polyvalente équipée de 1000 places, d'une place de la Nation avec une tribune couverte de 150 places, de 200 logements sociaux, de 100 logements économiques, d'une tribune supplémentaire au stade régional de Zignaré, de plateaux omnisports dans chaque chef-lieu de province, de bitumage de 36,7 km de voirie à Zignaré, de 14,5 km de voirie à Zorgo et 7,6 km avec une canalisation d'un peu plus d'1 km à Boussé et de 50 logements sociaux à Zorgo. Nous voulons des infrastructures aux normes, des infrastructures, comme nous l'avons dit, qui vont faire la fierté et pas des infrastructures qu'on aurait réalisées au pas de charge qui pourraient présenter des dégradations très rapidement. En plus de l'État, il y a des partenaires traditionnels du 11 décembre qui envisagent de réaliser un certain nombre d'infrastructures. Il s'agit de la construction de l'auberge du 11 décembre par la CNSS, de la réhabilitation du centre de formation du SND de Lumbila par la LONAB, de la construction de 2 CSPS modernes par la LONAB, de l'électrification de 10 localités par la SONABEL, de la réalisation d'un monument dans la commune de Zignaré et de la construction d'une école primaire équipée d'un forage positif par l'ONATEL SA. À l'issue de la rencontre, la délégation gouvernementale s'est rendue respectivement sur les sites qui abriteront la salle polyvalente, la place de la Nation, l'axe du défilé et la cité des forces vives. Au même moment, une délégation composée de la représentante résidente de l'UNICEF au Burkina, des ambassadeurs du Canada, du Danemark, de la Suisse et du ministre en charge de l'éducation nationale était à Kaya pour constater la surcharge dans les différentes salles de classe. Le ministre Ouaro envisage réajuster les stratégies de son département pour prendre en compte les élèves déplacés internes en milieu scolaire. Martin Ouedraogo et Jacques Ouedraogo. C'est une classe de plus de 130 élèves qui accueille le ministre de l'Éducation et les partenaires techniques et financiers. Nous sommes dans la classe de C1 de l'école d'Imassa A de Kaya. Ces élèves sont en majorité des enfants déplacés et les visiteurs du jour disent venir constater l'effectivité des solutions apportées face à l'urgence du système éducatif au centre nord avec les élèves déplacés internes. Nous apportons avec l'ensemble de nos partenaires
des solutions pour faire en sorte que ces enfants en âge de scolarisation, qui sont soit déscolarisés du fait de la crise sécuritaire, soit non scolarisés parce qu'ils n'ont pas eu la possibilité d'être scolarisés, peut-être par le fait qu'on n'avait pas de structure d'accès à côté ou par le fait que les parents ne voulaient pas les amener à l'école. Donc nous apportons ensemble des solutions pour leur permettre d'aller à l'école. Et c'est ainsi que nous avons visité donc les écoles, deux écoles ce matin, qui accueillent donc plus de 500 élèves déplacés internes, dans des conditions qui ne sont pas les meilleures au regard de l'urgence, mais des conditions d'urgence leur permettant de poursuivre leur scolarisation en attendant que les choses s'améliorent. Malgré les efforts consentis sur le terrain par l'État burkinabé et ses partenaires au développement, beaucoup reste encore à faire dans le domaine de l'éducation. Ces derniers promettent soutenir davantage le ministère de l'Éducation pour faire face à toutes ces urgences. Il y a des politiques, il y a des stratégies, il y a des plans que le ministère a développés. Et notre rôle en tant qu'UNICEF, c'est de continuer à appuyer le ministère, à faciliter avec les partenaires qui sont en appui à l'éducation, qu'on parte à l'échelle. Si on se met tout ensemble, on est capable d'assurer que chaque enfant du Burkina Faso va compléter sa scolarisation et va par la suite devenir un citoyen qui peut contribuer à son pays. Cette sortie sur Kaya permettra au gouvernement burkinabé d'apporter des solutions plus appropriées afin que tous les enfants soient scolarisés à travers le projet École résiliente. Ce projet touche plus de 55 000 enfants dans les régions du centre-est, du centre-nord, de l'est et du Sahel. Le Burkina Faso, finaliste du concours international de création d'applications ActinPace, 4 étudiants burkinabés ont défendu leur projet qui vise à réduire le temps d'attente du constat des accidents. Première participation vivement saluée, même si le Burkina n'a pas remporté le premier prix. Roger Kam et Sanou Christine Koulibaly. Ce sont eux, étudiants en ingénierie génie électronique, qui portent les couleurs du Burkina Faso au concours international ActinSpace. Un concours de création d'applications utilisant les technologies data satellitaires. Parmi les 6 pays finalistes, sur les 37 au départ, nos jeunes génies défendent ici en visioconférence et dans la langue de Shakespeare leur projet. Le projet consiste à utiliser le drone pour pouvoir faire les constats des accidents. Au lieu que les policiers se déplacent sur place, nous allons utiliser le drone pour faire le constat des accidents. Ainsi, les résultats pourront être envoyés plus rapidement aux assurances pour qu'ils puissent faire le traitement. À l'issue des délibérations, la France occupe le premier rang. Le Burkina Faso et les 4 autres nations occupent le second rang selon le principe du concours. Des motifs de satisfaction pour une première participation. Ils nous donnent beaucoup de fierté. Ils sont en tout cas à l'image du Burkina, donc un peuple résilient avec l'esprit combatif. Moi je suis très fier parce que nous avons accompagné le projet justement initié par un ressortissant de la diaspora qui est spécialisé dans le domaine de l'aérospatial, qui y a cru et qui nous permet de crédibiliser tout ce qui a été fait en termes de travaux par le professeur Ouattara. Les regards sont désormais tournés vers la valorisation de cette application. Notre axe, c'est d'abord voir les autorités pour avoir toutes les autorisations concernant le projet. Ensuite, nous allons partir vers les partenaires pour collecter les informations et bien sûr les fonds pour pouvoir mettre en place notre application. Donc nous, agence de financement de promotion des petites et moyennes entreprises, c'est déjà de pouvoir les assurer qu'ils peuvent compter sur la protection de leurs idées. Donc c'est de voir avec les autres départements qu'est-ce qui peut être apporté en termes d'appui, mais déjà c'est sécuriser les idées. Si ça peut être breveté, tant mieux. Et également trouver les premières ressources pour amorcer donc la mise sur le marché donc, de cette innovation. Une innovation qui allie gain en temps et en argent, sans compter la circulation qu'elle peut contribuer à fluidifier. L'attaque du site d'or de Dikando le dimanche dernier a causé 8 pertes en vies humaines. Le gouverneur de la région du Sud-Ouest a ordonné la fermeture du site. Une semaine après, certains rescapés ont rejoint leur localité. D'autres, par faute de moyens, vivent dans la précarité et ne savent à quel sein se vouer. Kassoum Tony et Sien Judikael Poda sont retournés sur les lieux. Suivez leur constat.
Adama et Abdoul dorment depuis 6 jours sous cet arbre, en face de la gare routière de Kawa. Sans abri depuis l'incident survenu le 31 janvier dernier sur le site d'or de Djikando, ils ne savent plus comment survivre. Ça fait 6 jours qu'on est rentré ici, donc il n'y a même pas un coin à dormir. On dort à terre comme ça seulement. Donc à chaque fois, c'est l'argent qu'on cherche à manger. Donc même à boire comme ça, il faut que tu payes. Même ce matin, nous n'avons pas mangé jusqu'à l'heure. La bagarre, le sol brûlé. Il n'y a même pas d'habit pour porter. Donc les moustiques là même nous piquent ici. Mais maintenant, nous ne savons pas comment nous allons faire. Comme eux, ils sont nombreux ces jeunes qui sillonnent les lieux publics à la recherche d'abri, à l'image de ce boutiquier et de ses orpailleurs. J'avais 2 boutiques sur le site. Depuis l'incident, je n'ai rien récupéré. Pour manger, soit on demande ou on appelle au village pour demander un peu d'argent. Pour dormir, c'est tout un problème. Nous sommes en train de déplorer sur les parties humaines, ceux qui sont allés. Ça, c'est une vérité. Mais actuellement, ceux qui sont là, qui ont pu s'échapper, voilà, grâce à la grâce de Dieu, mais actuellement, ils ont tout perdu. Comment ils vont faire pour nourrir leur famille? Comment ils vont faire pour se nourrir? Et écoutez, la plupart de ceux même qui ont perdu leur bien là-bas, ce sont les tenants de la famille. Comment ils vont faire pour s'en sortir? C'est là la question. Tous recherchent de quoi subvenir aux besoins de leur famille et de leurs employés qui sont en vie. Une situation qui désespère tous les maillons de la chaîne de leur paillage. Ça fait pitié. Les enfants, tous ceux qui sont là, ils ne savent même pas où ils vont rentrer. Les gens qui ont construit même des maisons, en dire même ils ont construit. C'est très loin de la ville. Ils n'ont qu'à avoir pitié de ce monde-là, qui vivait là-bas. Aujourd'hui, là, ils vont aller où? Le souhait de ces rescapés, c'est pour certains entrer en possession de leurs biens restés sur le site, et pour d'autres, c'est comment vivre ces prochaines heures. Veiller au droit à la dignité et aux autres droits de l'homme, c'est justement le combat de l'association Stand Up for Human Dignity, l'association qui était face à la presse ce matin à Ouagadougou, une conférence de presse qui donne le top départ de ses activités. Présentation avec Daouda Ouattara et Olopoda. L'engagement de l'association Stand Up for Human Dignity est sans équivoque, promouvoir la dignité humaine par des actions et réflexions relatives aux droits humains. Face à la presse, Stand Up for Human Dignity dévoile son champ d'action. Nous ambitionnons également concevoir et exécuter des modules et des supports de sensibilisation, de formation et d'information en matière de droits humains de manière générale, mener des enquêtes et des études sur les droits humains et le genre, assurer la réalisation d'études et de recherches sur des problématiques en lien avec les droits humains en général et les violences basées sur le genre en particulier. Offrir et prêter une assistance juridique qualifiée ou tout autre conseil et appui pertinent pour la défense des droits humains en général et les violences basées sur le genre en particulier. Nous voulons également suivre et évaluer périodiquement la situation des droits humains, contribuer à l'élaboration des politiques et des stratégies de lutte contre les violations des droits humains, mener des actions de plaidoyer pour l'amélioration du cadre juridique et institutionnel de promotion et de protection des droits humains au Burkina Faso. Pour atteindre les résultats escomptés, l'association compte installer des points focaux sur toute l'étendue du territoire, question d'apporter sa contribution à l'éveil des consciences des citoyens burkinabés en matière de promotion des droits humains. Vous êtes propriétaire d'un véhicule, cette nouvelle vous intéressera particulièrement. Plus besoin de solliciter une expertise étrangère pour reluquer votre engin à 4 roues. Une expertise locale a pris forme ici à Ouagadougou et donne une nouvelle jeunesse à vos véhicules. Dans ce grand format de cette édition, Boukari Ouedraogo est allé à la rencontre des personnes capables de transformer la physionomie de votre véhicule. Suivez. Chaque matin, c'est autour de 8 heures que Kima Alassane arrive à son lieu de travail. À peine les pieds dans l'atelier, qu'il passe tout au peigne fin. Les instructions commencent. Ici, on mise sur les détails et aucune imperfection n'est tolérée. Après l'état des lieux, le patron rejoint son bureau situé juste au fond de l'atelier.
Ainsi commence une journée de travail. Une journée qui s'annonce longue car le téléphone du patron ne cesse de crépiter. Des clients au bout du fil. Aujourd'hui particulièrement, il reçoit ce véhicule accidenté et cette Mercedes venue uniquement pour un changement de couleur. Aussitôt arrivés, les hommes se mettent au travail. Au bout de quelques heures de préparation, les deux véhicules sont prêts à rentrer dans le four. En attendant la sortie du four, faisons un tour à quelques encablures du marché de Zogonan pour retrouver un autre acteur de la chaîne, mais celui-là est un spécialiste dans l'arrêt des fissures des pare-brises. Et ce matin, c'est le pasteur Nana qui est son premier client. Avec dextérité, Charles Combaté perfore le pare-brise pour marquer le point d'arrêt avant d'injecter un liquide pour combler la zone de fissure. S'ensuit le collage de papier film et tout est ensuite passé au rayon ultraviolet. Là, c'est pour durcir le film sur la vitre. Sinon, ça va bouger. Comme c'est quelque chose qui est liquide, c'est pas encore sèche, ça peut bouger. Pendant le temps de consolidation du pare-brise, retrouvons un docteur spécialiste dans les plastiques. Philippe Zongo, dans sa grille de 3 mètres carrés, totalise une dizaine d'années de métier. Le plastique n'a plus de secret pour lui. Il colle, il décolle, il ajuste, il fond, il arrondit, le tout à l'aide de ses nombreuses barres de fer en permanence dans le feu. Aujourd'hui, Docteur Plastique reçoit d'un client un phare pour la reconstitution du feu rouge, un système D qui nourrit son homme. On peut faire ça ici, mes frères. Ça, c'est un bon prix. Pour les métiers, mais pas tout. Comme ça, c'est complété. Voilà, c'est pas tout. Mais pour faire tout, le départ, élevé 10 000. Retour à Zogonan pour retrouver Charles Combaté. Après la phase d'ultraviolet, c'est un pare-brise désormais solidifié que nous retrouvons et de quoi satisfaire le propriétaire du véhicule. Et je trouve ça génial, cette nouvelle technologie. C'est moins de dépenses et aussi c'est exactement ce que ça rend ça comme nouveau. Alors je suis content et j'apprécie vraiment son travail. Du côté de APL Service à Kalgondé, la Venza accidentée à peine sortie du four scintille et les stigmates de l'accident relèvent désormais du passé. Quand un client arrive, on sort avec mon technicien, on regarde la carrosserie et ce qu'on peut faire. D'abord, il y a des préparations à faire. Il faut préparer la carrosserie, rendre la carrosserie lisse. Parce que la peinture, quand on le fait, il faut faire un moment que le carrossier est bon quoi. Non, on ne peut pas faire genre, faites la peinture, demain encore il y a des tôleries à faire. Ça, c'est pas bon travail. Il faut finir toute la tôlerie de la carrosserie et puis préparer bien de la carrosserie pour que ça soit lisse. La peinture maintenant vient à la dernière minute. Après la peinture, on peut faire du vernissage. Voilà, après le vernissage, on fait de lustrage. Après le lustrage, on fait de polissage. Quant à la Mercedes, quelques jours plus tard, nous la retrouvons dans les rues de Ouagadougou et elle affiche fière allure avec sa couleur noire présidentielle. Page culture de cette édition. Depuis le 28 janvier 2021, la ville de Dédougou, dans la Boucoute du Monde, célèbre le nouvel an traditionnel. À l'occasion, 500 masques en feuilles sillonnent la ville, des moments de réjouissance qui impactent quand même les activités économiques de la localité. Voyons cela dans ce dossier que signent Adam Julien et Dambélé et Dramanso. La tournée des masques dans la ville de Dédougou, une tradition renouvelée chaque année. Les masques en feuilles occupent une très grande place dans la culture bois. Cette tournée marque la célébration du nouvel an traditionnel. Un rituel indispensable pour demander la bénédiction des ancêtres selon les garants de la tradition de la cité de Bankui. C'est entre janvier et février que les masques sortent. C'est pour souhaiter à tout le monde une bonne année. Une année de prospérité, une année de santé, et ce qui ne les empêche pas de sortir aussi lors des funérailles des personnes âgées, hommes et femmes, de la société des masques. Les masques, quand tu vois quelqu'un, ils nous souhaiter bonne année, sans le toucher.
Et sans parler, parce qu'il a un sifflet à cet effet. Depuis le 28 janvier, Dédougou vit au rythme de cette présence massive des masques en feuilles, et cela pour 10 jours, ponctués d'une pause de 2 jours. Pour ceux qui découvrent pour la première fois cette tradition, des consignes sont à respecter. Éviter en tout cas de traverser le cortège des masques. Éviter de provoquer le masque. Et la sortie de ces masques-là, de janvier, février, là, sont des masques sacrés. Ce sont des masques avec lesquels, en tout cas, on ne joue pas. On demande respect. Les masques frappent dans un premier temps. Les réfractaires aux consignes données, il peut arriver qu'on se frappe. Et le masque aussi, on ne le touche pas. Seul un forgeron, un griot peut toucher au masque. Sinon, moi-même, je ne peux pas toucher au masque. Cette sortie des masques a un impact sur les petits commerces. Si pour certains, l'ambiance autour des masques crée une opportunité d'affaires, pour d'autres, leur présence fait peur à la clientèle. Pendant la période des masques, mon chiffre d'affaires baisse. Ce que je gagne d'habitude, je ne peux plus l'avoir. Quand un client décide de venir manger, dès qu'il aperçoit un masque, ce dernier fait demi-tour. On peut faire notre travail là parce que le masque là, si chez les gens qui approchent, mais aussi c'est que ça, les masques là, bon, ça ne garde pas marcher de quelqu'un. Voilà, si tu n'as pas pour le masque là, donc le masque là fera pas. La pratique des masques existe depuis la nuit des temps. Malgré le développement de la ville de Dédougou, elle demeure très importante pour la communauté bois. Dossier signé Adama Julien Dambélé et Draman So. Lendemain meilleur, c'est le titre d'un film documentaire qui a été projeté à Waïguia. Le promoteur Pascal Ganama a voulu par ce film contribuer à la promotion et à la sauvegarde de la tolérance religieuse, du vivre ensemble et la paix. Allant à la découverte de ce film avec Boukari Ouedraogo et Abdul Rasmani Zongo. Nirwaya ou Lendemain meilleur, c'est l'intitulé de la première du producteur-réalisateur autodidacte Pascal Ganamé, ici à l'image, et projeté ce 4 février à la mairie de Waïguia, transformé pour la circonstance en salle obscure. Ce documentaire de 26 minutes véhicule un message central de sensibilisation et d'interpellation, axé sur la tolérance religieuse, le vivre ensemble et la cohésion sociale. Le vivre ensemble, c'est une obligation, parce que la terre, là, ça nous appartient tous. On est obligé à s'asseoir ensemble, à côtoyer ensemble. Mais maintenant, il ne faut pas que quelqu'un regarde et puis dise que voilà, toi tu n'es pas de bord religion que moi, donc on ne peut pas se vivre ensemble. Donc c'est ce message-là, c'est notre fierté. Les cinéphiles, eux, se réjouissent de la mixité religieuse abordée par le film. Nous avons vu dans le film qu'il y a eu des mariages interreligieux. C'est possible au Burkina. Vraiment, tous les leaders religieux prônent le vivre ensemble. Vivre ensemble dans un même quartier, vivre ensemble dans une même famille, et sur la religion, ça apporte la cohésion sociale. La paix est mise à rude preuve ces dernières années au Burkina Faso, du fait de l'insécurité, de l'intolérance religieuse, de la stigmatisation entre autres, et le 7e art, ce court-métrage entend jouer sa partition pour inverser la tendance. Page Culture, nous recevons le directeur général du FESPACO, Alex Moussa Sawadko. Avec lui, nous allons parler du report et des désagréments du report de la 27e édition du FESPACO qui devait se tenir du 27 février au 6 mars prochain. Bonjour monsieur. Bonjour. Bienvenue. Merci. Voilà, le cinéma est un canal pour transmettre des messages, pour sensibiliser et promouvoir la paix et la cohésion sociale. Oui, effectivement, c'est l'un des travaux du cinéma en général, pas forcément du cinéma africain, qui est ce médium quand même qui permettent à de nombreux, au public, à la population de se rendre compte de ce qui se passe, aussi bien sur le plan local que sur le plan international.
Venons maintenant au sujet pour lequel vous êtes là aujourd'hui, le report du FESPACO, qui est annoncé par le Conseil des ministres en sa séance du 29 janvier. C'est un coup dur pour l'institution, mais aussi pour les professionnels du cinéma africain. Oui, effectivement, c'est un coup dur aussi bien pour les spectateurs, on peut le dire aussi. C'est un coup dur parce que un événement après cette pandémie, la recrudescence de cette pandémie qui n'arrête pas de bouleverser le calendrier de grands événements culturels et aussi bien autres événements, aussi bien sur le plan continental qu'à l'extérieur, et aussi l'impact aussi qu'il a eu sur toute la chaîne de la production des cinémas. Ces spectateurs, ces professionnels du cinéma qui ont cette habitude d'être à Ouaga au mois de février, tous les 2 ans au mois de février pour fêter cette fête, on devra encore malheureusement patienter. On a justement l'impression que c'est tout le cinéma qui est à l'arrêt avec le Covid-19. Oui, pour notre domaine, le cinéma, c'est l'impact, il est quand même, il est consistant. Vous savez que pour la fabrication d'un film, les professionnels, j'entends par là, les réalisateurs, les producteurs, ont besoin de vraiment beaucoup de temps, de l'idée au développement du projet, à la production, à la post-production qui se fait beaucoup plus à l'extérieur, disons plus en Europe, a été impacté et les frontières qui se sont fermées à un certain moment avec l'Europe ont impacté sur toute cette chaîne-là. Au rang de ceux qui se grincent les dents, ceux qui payent un lourd tribut dû au report du FESPACO, il y a les hôteliers, les tenanciers de restaurants, des agents de voyage. Oui, effectivement, c'est le FESPACO. C'est vrai que son caractère artistique et culturel quand même emporte dans ce mouvement-là des activités extra, c'est-à-dire, vous l'avez cité, les hôteliers, les chauffeurs de taxi, les vendeurs des objets d'art, artisanat et autres. L'impact est là, mais pour le moment, nous parlons que de report, nous ne parlons pas d'annulation. Ce qui revient à dire à cette décision du gouvernement, c'est de pouvoir faciliter quand même un peu à ces activités en extra du festival, de pouvoir aussi participer activement au festival, que de faire un festival où on va se retrouver juste entre locaux, pour ne pas dire nationaux, ou tout simplement en virtuel. Ah mais il faut le dire, monsieur le directeur, le report est intervenu à juste 1 mois du FESPACO. À quel niveau d'organisation étiez-vous? Oui, moi j'ai été nommé le 15 octobre, j'ai pris fonction dès le début novembre, mais au sein de l'institution du FESPACO, j'ai la chance d'avoir, disons, des hommes et des femmes qui sont bien doués dans l'organisation de cet événement. L'appel à film a déjà été fait, les partenaires, nombreux sont les partenaires qui ont été déjà contactés, les préparations déjà y étaient. Et en même temps aussi, il faut être conscient de la situation parce que le FESPACO, au regard aussi sur le calendrier national, nous voyons des festivals au niveau de Berlin, la Berlina qui a été reportée, le festival de Cannes qui a été reporté. Certainement dans la préparation, il fallait prendre des précautions justement pour essayer de voir là où on pourrait arriver et prendre la décision. Des festivals qui ont été reportés, mais il y en a aussi qui ont été retenus, comme le festival du plus grand court-métrage du monde, et le festival de Clermont-Ferrand qui a été maintenu, qui a ouvert ses portes, même si c'est en ligne. Est-ce que vous avez envisagé cette alternative? Oui, effectivement, cela faisait partie d'un format dans nos différentes réflexions. Mais vous imaginez un festival en ligne, un festival virtuel au niveau du Burkina Faso, disons, cette logistique de télécommunication qu'il fallait être déportée au sein de l'institution pour pouvoir faire ce festival. Et faire ce festival aussi, c'est une fois de plus aussi, et donner encore la possibilité plus au monde extérieur, ceux du Burkina Faso, à l'extérieur du continent africain en général, pour pouvoir avoir plus ceux qui ont la possibilité d'avoir beaucoup plus accès à tous ces moyens de télécommunications nouvelles, d'avoir plus la chance de voir ces films que les Africains. Et vous aussi, vous savez que le FESPACO aussi, après tout aussi, a sa personnalité, son âme, qui est cette communion justement entre le grand public et les réalisateurs ou les producteurs. Vous imaginez que le cinéma africain, la moyenne de pouvoir réaliser un film africain est au minimum de très belle qualité, au minimum 3 ans. Cela revient à dire que les réalisateurs et les producteurs se sont donné beaucoup de mal pour pouvoir faire les films. Et la beauté de tout cela, en fait, ça se couronne le jour de la présentation de son film face à son public. Et justement, le FESPACO, disons même, les autorités conscientes vraiment de cette force du FESPACO ont préféré reporter, question de pouvoir espérer que la situation va s'amenuiser pour que cette communion-là puisse se passer.
Est-ce qu'il n'y a pas une autre raison qui se cache derrière ce report de la biennale, comme par exemple cette polémique qui parle de gap de 800 millions de francs CFA? Non, pas du tout, pas du tout. C'est moi, comme je disais, je suis arrivé dès le début novembre au niveau du FESPACO. Mes collègues ils m'ont fait cas de la situation, mais je ne crois pas du tout. Mais en même temps aussi, ce gap de 800 millions, il existe. Mais au niveau du FESPACO, nous tenons, nous assumons cette question, cette dette, mais nous travaillons justement à pouvoir satisfaire nos créanciers. Il faut juste revoir notre méthode de gestion, il faut revoir certaines dépenses à la baisse pour pouvoir arriver, et nous assurons nos créanciers que ces dettes seront payées. Rassurez-nous encore une fois, monsieur le directeur, c'est juste un report, non une annulation. Absolument, c'est juste un report. Comme nous avons dit, nous sommes en observation de la situation et nous sommes aussi en contact avec nos festivals partenaires, nos festivals, nos homologues de festivals sur le continent africain et sur le plan international. Vous savez que tous les calendriers, comme je disais tout à l'heure, ont été chamboulés. Il faut quand même essayer de se concerter entre festivals, question de pour ne pas qu'il y ait un chevauchement, pour vraiment donner la possibilité à tous les professionnels, spectateurs, de pouvoir vivre le cinéma africain que nous aimons tant. Et c'est du tant mieux. Merci, monsieur le directeur. Je rappelle que vous êtes le directeur général du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, et vous êtes venu vous entretenir avec nous sur le report qui a été annoncé par le Conseil des ministres en sa séance du 29 janvier 2021. Toujours en page culture, hier, l'artiste musicien burkinabé Amzi et son staff ont investi le grand marché de Ouagadougou pour la sortie de son deuxième album, un album de 12 titres intitulé Ma Mission, où l'artiste invite tous les acteurs autour de la culture burkinabé. Compte rendu de Kwale Nebié et Amadou Marcel Tou. Amzi à ses fans du grand marché de Ouagadougou. Ensemble, ils parcourent les 12 titres de son nouvel album titré Ma Mission. C'est une autre mission qui se dessine, c'est la mission de porter la musique burkinabé très très loin, faire respecter cette culture burkinabé partout dans le monde. C'est ça ma mission et j'invite tout le monde à faire de ça leur mission parce que la culture, c'est ce qui représente tout un pays. Avec le premier album, j'ai vraiment eu les armes nécessaires pour espérer pouvoir mener le combat pour le deuxième album. Et je tiens à dire merci à tout le monde, merci au public burkinabé pour l'amour et l'accueil qu'ils ont eu à me faire. Je suis vraiment touché et je veux qu'ils continuent de me soutenir autant pour qu'ensemble on puisse faire de grandes choses. Chanter en français, en mouri et en anglais sur du warba, de l'afro-trap et de la dancehall, entre autres, pour ce deuxième album, le premier de la révélation de 2019 s'attache les services de Kayaoto, des artistes internationaux et de Greg le Burkinabé. La musique, c'est un partage, on se partage les expériences, les connaissances surtout. Ça fait déjà plaisir de partager des expériences avec un artiste par exemple que tu n'as pas l'habitude de voir, qui n'est pas chez toi. Et voilà, ça ne fait que nous grandir. Et en plus de ça, ça nous fait profiter des fans de l'autre artiste. L'un profite de l'autre et ainsi de suite. Et pour mieux réussir sa mission, l'artiste, après avoir investi le groupe, donne déjà rendez-vous à ses fans au Palais des Sports de Ouagadougou en mai prochain pour la suite de cette communion. Hors de nos frontières, peut-être un pas en avant vers la réconciliation en Libye. Un nouveau Premier ministre intérimaire est désigné par les participants au dialogue interlibyen réunis sous les auspices de l'ONU en Suisse. Son nom, Abdelhamid Djeba. Est-ce l'homme qui parviendra à réconcilier la Libye? Son nom, Abdelhamid Djeba. C'est l'homme que les délégués des factions libyennes en conflit ont choisi comme Premier ministre intérimaire. Un vote surprise qui s'est fait dans le cadre du processus organisé par les Nations Unies. Épaulé par 3 membres du Conseil présidentiel désignés à l'occasion, Abdelhamid Djeba aura la charge de réunifier les institutions et d'assurer la sécurité jusqu'aux élections prévues en décembre prochain. Une première étape vers l'unification d'une nation divisée avec d'un côté à l'ouest un gouvernement d'union nationale reconnu par l'ONU et soutenu par la Turquie,
Et de l'autre côté, à l'Est, un pouvoir incarné par Khalifa Haftar et soutenu par la Russie. À New York, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a salué cette avancée, même s'il reste du chemin à parcourir. Le nouveau Premier ministre intérimaire va devoir affirmer rapidement sa légitimité auprès d'une multitude d'acteurs politiques, obtenir la confiance du Parlement, bref, tout ce que le chef du gouvernement d'Union nationale, Fayez al-Sarraj, n'était jamais parvenu à faire dans un pays qui continue d'être le terrain de tension entre les Européens, France en tête, et Ankara. Régler la situation libyenne, a dit Emmanuel Macron, c'est débarrasser la Libye des troupes turques, débarrasser la Libye des milliers de djihadistes exportés de Syrie par les Turcs eux-mêmes. En retour, le président turc Recep Tayyip Erdogan a taclé Emmanuel Macron en l'accusant de ne pas connaître son dossier. Il a fait allusion aux soldats français présents au Tchad ou au Mali et assuré que la Turquie était présente en Libye pour assurer la paix. Importante réserve de pétrole, lieu de transit migratoire, de par sa position géostratégique, la Libye reste donc au cœur des convoitises des Turcs et des Russes, qui profitent aussi des divergences des Européens, dont l'unité n'est pas totale sur ce dossier, alors que la sécurité du continent dépend aussi en partie de la stabilisation de la Libye. Voilà qui referme cette édition de la mi-journée. Merci de votre attention. Passez un très bon week-end en compagnie de nos programmes.